Donc, Aïcha Adoui, elle va nous présenter une introduction au devis de recherche. C'est très important dans dans le, la méthodologie du travail. Et puis, Aïcha Aberkant présentera les devis de recherche non expérimentaux. Ça y est, l'enregistrement est opérationnel maintenant. À vous la parole, c'est Chinfoué. Merci, professeur. Merci de m'avoir donné l'occasion d'animer ce webinaire. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ramadan Mubarak. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour ce mois béni et sacré. Donc, nous reprenons nos webinaires doctoraux après une pause forcée. Et je souhaite surtout une bonne reprise à notre professeur, M. Toufiq Azimani. J'espère, professeur, que vous avez pris le temps de prendre soin de vous et de vous reposer. Donc, bonne reprise et bon retour parmi nous, professeur. Merci. Et bonne reprise à toutes et à tous. Alors, dans les webinaires précédents, il a été question de la phase conceptuelle qui comprend globalement 5 étapes: le choix du sujet et la question préliminaire, la recension des écrits, l'élaboration du cadre de référence, la formulation du problème de recherche, l'énoncé du but, des questions et des hypothèses. On passe maintenant à la phase méthodologique. Au cours de la phase méthodologique, l'attention du chercheur est focalisée sur le devis de recherche, le choix de la population et de l'échantillon, les méthodes de mesure et de collecte des données. On passe donc à la phase méthodologique après avoir fait le choix du sujet d'étude, formulé le problème de recherche, énoncer le but, les questions ou les hypothèses. Ce matin, nous allons écouter 2 intervenantes, 2 doctorantes, Mme Aïcha Ladoui et Sheima Aberkan. La première intervention s'intitule « Introduction au devis de recherche ». Elle sera présentée par Mme Aïcha Ladoui. Sa présentation sera en anglais. Et la deuxième intervention est intitulée les devis de recherche non expérimentés. Elle sera présentée par Aberkan Sheima. Après les 2 interventions, le débat, bien sûr, sera ouvert. Sans tarder, je cède la parole à Madame Aïcha Adoui. À vous la parole, Madame Aïcha. Merci, monsieur. Thank you very much. I'm going to switch to English, not French. Sorry for that. Again, if anyone has a problem following my what I'm saying or has a hard time with English, just leave a question in the comments or anything, and I'll make sure to help you out understand what I'm going to talk about in English. Again, my presentation is very simple. It's about a general introduction to research design. It's going to be nothing specific, but just the major points in regards to research design. Before I go ahead, can you see my screen? Is it clear? I'm sharing the presentation. Is it visible? Yes, yes. Perfect, great. All right. Then again, the outline of this brief presentation is very simple. First, we're going to look at what is research design, the purpose of a research design. We're going to look at
characteristics, components, and then types of research design. Again, for the types, we are just going to go very generally and briefly. Again, with my colleagues in the future and with Shaymat today, you are going to see them much more in specific, maybe also in context. Right, so what is research design? Something that I like to personally do, which is link research design with Bloom's taxonomy. Again, for those of you who are familiar with language teaching or with teaching in general, they know that Bloom's taxonomy is used in classrooms in order to connect with lower thinking and the higher thinking of students in their learning journey or in their acquiring a certain language journey. Then again, this is something that is, I see that is very much connected to research design as well, or the objective of a research design is to connect with the lower level thinking that we have about a certain issue and go into the higher level of thinking, going from not knowing anything about a certain topic, for example, into knowing the major components about it. It's going from remembering is whatever background knowledge you have about the topic, understanding the topic, implementing a certain research, maybe analysis or strategy to acquire data or information. Then again, you analyze, evaluate, and by the end, you create whether the research problem or maybe you create certain findings. Again, this is a very flexible, idea or taxonomy that you could use in your life in general, not just in research. Then again, there are major key elements of research design. A good research design includes all of these, or maybe some of these elements. We have the purpose statements, the techniques, how are you going to conduct the research, the methodology, the methods you're following, objections, any problems you might face during the research, the settings, the timeline, the measurements, how are you going to measure the success of your research? And then the analysis method, how are you going to maybe analyze the data or the information, whatever you collect throughout the research process. Right. Then again, professionals define research design as a master plan. For example, William Zickman defined it as a master plan. Again, you cannot go on about anything in life in general if you do not have a master plan. We have a master plan for our work life, our careers, our personal lives, and research is just the same. If you do not have a master plan and a clear path of what you want to do with your research, it is not going to work. Okay, so there has to be a clear path, a clear plan that you are going to follow, a step-by-step of everything that you aspire to discover throughout the research process or the research years. For instance, we're spending here doing our doctoral studies. Okay, what are the objectives of a research design? Why do we need to use research design? Again, it's to minimize expenditure, right? Reliability of the result relies a lot on how solid the base that you are having throughout the whole research. If the master plan is not well structured, if it's not well planned, if it's not effective, the entire research might not be reliable. Actually, will not be reliable, not might not. It's not going to be reliable without a good plan and a good and effective implementation of that plan. So the research design really is the backbone of research in a certain way. Again, it helps with maximizing information, minimal expenditure, etc. Collecting relevant data, using the optimal techniques. Another something that I like to relate this to, or research design to, is optimality theory. Optimality theory is used in sociolinguistics or in linguistics in general, but again, it is something that you can use in your life, not just in linguistics or in sociolinguistics. And it's also something that you could use in research. Optimality theory has a very simple logic. It's about putting all of the options in front of you
and then choosing the most optimal option. Not choosing 2 or 3 or 4 or 5 options, not choosing multiple options, but choosing only one optimal technique, one optimal option that's going to help you do your research in the best way possible. PhD research is only 3 years. So it's very hard to follow different paths when you are working in a very short period of time. Maybe if we talk about a 10-year research, a 20-year research, that's maybe a different story. You could choose different paths. But when we talk about a limited time frame, and then again, maybe limited resources, taking into consideration everything that has to do with the environment of where you are doing the research, it has to be very, very optimal, and you need to be very realistic about your objectives, about what you want to do, and about the plan. It has to be singular or linear in a certain way, and not, you should not go ahead and choose multiple options. Maybe it could work if you have the ability to do that, but I do believe that it has to be as optimal as possible throughout the research process, in the doctoral studies, for example. Then again, a research plan or research design, provides the blueprints that you need. Again, provides the master plan. We go ahead and we go back to what Zuckman said. It also helps with knowing what the experts say. This is something that we do in the literature review as well. Provides a direction, a road, a mind map, a map to where you want to go, where you are and where you want to go, etc. Then again, what are the characteristics of a research design? Then again, in the more general aspect, research design minimizes bias and maximizes the reliability of the data collected and analyzed. Because you are following a plan, because you are doing it objectively, there is too little room for subjectivity when you are following a master plan in your research, when you are following a research design. Because you are not just, out of nowhere coming up with another plan, or out of nowhere coming up with a different question, with a different research problem, or with a different reading or whatever. You are, it's over, it's done. You made the plan, you made the research problem, you made everything that you need so that to continue with your research. Whatever happens throughout the process now, whatever comes to the research is not going to be subjectively analyzed. You're going to follow the plan that you have made in the beginning. Right. Then again, research design helps with achieving objectivity of the research, reliability of the research. Are the results going to be reliable by the end? That's a big question. Validity of the research, again, is concerned with how you do your research. Again, as I said before, you should not look at different perspectives. You should just look at one single perspective and try to delimit your research, or limit your research, Then again, this is an example that I pretty much appreciate, is the one related to IQ tests, intelligence measurement tests. These tests are conducted and they measure your mathematical reasoning, logical reasoning, and everything that has to do with your brain's ability to reason something, whether mathematically or logically. It is not related to how you handle your life, your emotional intelligence. It's not related to this, it's not related to that. It's very, very, very specific. And that's what makes it reliable and valid to many people, or to billions of people around the world. The only thing that makes IQ tests very reliable is the fact that they are very much focused and limited to certain skills humans have or acquired before. So it is not something general, it's something very, very specific. And this is a major key in research. Then again, one of our objectives when we do the research is to have it be generalizable, and to draw conclusions from that could be applicable to a large group of people or a large place. Again, generalizability is a big question and a big objective. It's a tough one. All right, research design is one which is methodologically prepared
and should ensure that generalization is possible. To ensure generalization, we should confirm that our research problem has the following characteristics, or at least some of these characteristics. First, the problem has to be clearly formulated and clearly stated. What is your problem in the research? The population is clearly defined. Who is your targeted group of people that you want to analyze or that you would like to acquire data and information and insights from? The third thing, most appropriate technique of sample, again, the sampling method. How are you going to sample this population? Is the form of sampling appropriate or not? Again, using statistical analysis or analyzing those results, how are you going to do that? How are you going to carry out the analysis phase? The findings of the study, are they capable of being generalizable or not? Again, you ask yourself a group of questions throughout the process of the research design or the research in general. Components of research design. Research design has a statement of research objectives. This is what I want to do. This is why I'm doing my research. This is why I'm conducting the research project. Then again, what are the type of data needed? So you clearly answer these questions during the research design phase. Definition of the population, sampling procedure, time, costs, and responsibility specification. For those who are, we are talking about PhD, for those who are working and doing their doctoral studies at the same time, they have a really big task. How are you going to manage your time and your costs and the responsibilities, the other responsibilities that you have while doing your research? It is a big question. But again, this is not what this section is about. Time, costs, and responsibility specifications are about where you are at and where you are conducting your research. How are you going to manage the time given so that you could do the certain piece of research? What are the costs that might arise in that certain environment? And then again, what responsibility do you have during that phase of research? Then again, the methods and ways, procedures you are following to collect the data. The data analysis, what are the tools, what are the methods, what are the approaches that you're going to use to analyze the data that you have, and what is the probable output or research outcomes and possible actions to be taken based on those outcomes. Again, as you can see, research design is very generalistic. It is, again, a master plan, as Zekman said. It is the master plan, it is the backbone of your research. Right now, I'm just going to go briefly through some of the types of research design. I'm not going to go in depth. Exploratory research design. This design is followed to discover ideas and insights to generate possible explanations. We have descriptive research design, which is used to describe certain phenomena or certain problems and what kind of solutions we could offer or implement. Then again, causal or experimental research design. Again, this is based on cause and effect relationships in a certain environment concerning a certain problem, and it is typically conducted through the forms of doing experiments in social studies, for example. Then again, non-experimental research. This is going to be covered by my colleague, Mrs. Shema. Non-experimental research is usually descriptive or correlational, which means that you are either describing a situation or phenomena simply as it stands out or as it stands. We will see this in detail in a minute with Shema. Okay, just a quick conclusion. The most important requirement of a good research design is that it should provide adequate information, adequate data, so that the research problem can be analyzed on a wide perspective and in a controlled environment. Research design is going to help you know better about what you are going to do and how you are going to conduct your research
Again, there is a very simple logic behind research design, which is again similar to Bloom's taxonomy. It's going from lower order thinking to higher order thinking in order to conduct your research in a much more controlled environment. Yeah, so I'll keep it very brief. Thank you very much. That was it. Merci, Aïcha, Merci. pour votre intervention combien intéressante. Dans votre intervention, j'ai retenu 3 points essentiels. Excusez-moi, je ne maîtrise pas bien l'anglais, donc je n'ai pas retenu tout ce que vous avez évoqué dans votre intervention. Vous avez défini le devis de recherche. Vous avez donné une définition du devis de recherche comme plan de travail, comme plan élaboré par le chercheur en vue de répondre, bien sûr, aux questions de recherche ou bien de vérifier les hypothèses. Vous avez aussi parlé des éléments qui constituent le devis de recherche. Aussi de la validité du devis expérimental. Et à la fin, vous avez distingué les 3 types de devis de recherche, le devis descriptif, le devis explicatif et le devis prédictif causal. Le devis descriptif vise à décrire les phénomènes ou bien des facteurs dans une situation donnée. Le devis explicatif vise à explorer les relations entre les variables. Et pour le devis prédictif ou bien et de contrôle, il sert à vérifier les relations de cause à effet entre des variables dépendantes et indépendantes, surtout dans les études expérimentales. C'est ce que j'ai retenu de votre intervention. Donc, la définition du devis de recherche, les types de devis de recherche, le devis descriptif, le devis explicatif et le devis prédictif causal. Les constituants, les éléments qui constituent le devis de recherche et aussi la validité du devis expérimental. Donc, nous ouvrons le débat après l'intervention de Aïcha Aberkan. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté donc, de présenter cette intervention. Je passe la parole maintenant à Madame Aïcha, Madame Aberkan Cheima. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Shema. Loud and clear. Oui, on vous entend, oui. Allez-y, Shaima, continuez. Oui, monsieur, je suis en train de présenter l'écran. Est-ce que l'écran est visible?
Pour l'instant, n'est pas encore visible. D'accord. Il y a le bouton présenter maintenant pour vous permet de partager votre écran. Oui, je clique, mais je n'arrive pas à... Ah, c'est bon, Je sinon, devais... c'est pas grave, vous pouvez commencer. On n'a pas besoin de projection. Ouais. D'accord. Donc, Shaima? rebonjour, pardon, j'ai perdu la connexion Wi-Fi. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. D'accord. Donc, le devis de recherche est l'ensemble des décisions à prendre et des choix à entamer pour mettre en place une structure à suivre qui va permettre à un chercheur d'explorer empiriquement les questions de recherche ou de vérifier les hypothèses. Bien sûr que ces décisions vont dans le but d'atteindre les objectifs préalablement fixés. Donc, pour le devis de recherche, comme a déjà cité Madame Aïcha, il existe le devis descriptif, le devis explicatif et le devis prédictif causal. Donc, le choix à opter pour l'un de ces devis dépend du type de recherche effectuée. Pour moi, je vais mettre l'accent sur les devis de recherche à mettre en place lorsque le chercheur est devant une recherche dite non expérimentale, qui sont des études descriptives et les études corrélationnelles. Ces études se déroulent dans le milieu naturel sans qu'il y ait une introduction d'une variable indépendante. Donc, je commence tout d'abord par la recherche descriptive. Il s'agit d'une étude qui, à travers la découverte et la description, vise à obtenir plus d'informations sur les caractéristiques d'une population ou sur des phénomènes peu étudiés. Donc, pour cette recherche, le chercheur opte pour le devis descriptif qui lui-même vise à fournir une description et une classification détaillée du phénomène étudié. Le chercheur étudie la situation telle que se présente dans le milieu naturel en vue de dégager les caractéristiques d'une population et il va comprendre des phénomènes encore mal étudiés ou des concepts peu étudiés. Notons que puisque le sujet est peu étudié, il faut faire une description de ce phénomène avant l'exploration des relations de causalité ou d'association entre les variables. Parmi les devis descriptifs à mettre en place dans une recherche descriptive, nous trouvons l'étude descriptive simple, l'étude descriptive comparative, l'enquête et l'étude de cas. Partant de l'étude descriptive simple, il s'agit de la description complète d'un concept relatif à une population, puis établir les caractéristiques de la totalité ou d'une partie de cette population. Plus spécifiquement, c'est partir de la reconnaissance du phénomène à étudier, puis la détermination des concepts vers l'élaboration des définitions conceptuelles et opérationnelles des variables. Tout cela permet d'apporter une analyse de la portée théorique des résultats et de former des hypothèses. Le deuxième devis descriptif, c'est l'étude descriptive comparative.
Elle rend compte des différences observées en milieu naturel dans les concepts relatifs à deux ou plusieurs groupes intacts de participants. Ainsi, le chercheur essaie d'établir des différences entre les groupes par rapport à des données sociodémographiques et des caractéristiques comme l'âge, le genre ou les attitudes. Il peut commencer sa question par quelles sont les similitudes et les différences observées dans un phénomène donné. En ce qui concerne l'enquête, c'est un autre devis sur lequel le chercheur peut aussi baser sa recherche. C'est une démarche qui permet de recueillir des données après d'un échantillon représentatif d'une population définie. L'enquête peut être utilisée surtout dans les études qui ont pour objectif de connaître par exemple les habitudes de vie des individus, leurs croyances, leurs besoins, etc. Donc, les principaux buts de l'enquête sont recueillir de l'information factuelle sur un phénomène existant, décrire les problèmes, apprécier les pratiques courantes et faire des comparaisons et des évaluations entre ces pratiques. Il y a trois manières pour réaliser une enquête. On peut utiliser une entrevue face à face dans laquelle le chercheur pose une série de questions aux répondants. Cette entrevue peut être dirigée, c'est-à-dire que les questions posées suivent un ordre déterminé, ou bien une entrevue vue non dirigée. Dans ce cas, les questions ne sont pas fixées d'avance. On peut aussi faire une entrevue par téléphone, considérée comme la moins coûteuse, mais offre peu de possibilités d'établir des relations aussi étendues avec les participants que de l'entrevue de face à face. Donc, le questionnaire déjà utilisé par la poste, mais aujourd'hui, avec les facilités que nous offre la toile, le chercheur se contente d'envoyer l'entrevue sous forme d'un questionnaire via les différents réseaux sociaux. Dans ce cas, le répondant est censé répondre aux questions posées, pourtant le taux de réponse est parfois considéré comme insuffisant. L'étude de cas est aussi un autre devis de recherche qui consiste à faire un examen détaillé et complet d'un phénomène lié à une entité sociale. Cette entité peut être un individu, un groupe, une famille, une communauté ou une organisation. Cette étude de cas peut être un examen en profondeur d'une situation à un moment précis ou évoluant sur une longue période. Les deux buts généraux de l'étude de cas sont accroître la connaissance qu'on a d'un individu ou d'un groupe et formuler des hypothèses à ce propos, ou le deuxième objectif, c'est étudier les changements susceptibles de se produire dans le temps chez l'individu ou le groupe. Les études de cas sont beaucoup plus utiles en ce qu'elles peuvent frayer la voie à des études de plus grande envergure. Donc, l'étude de cas peut être quantitative comme elle peut être aussi qualitative selon le but de l'étude de devis choisi par le chercheur. En ce qui concerne l'étude qualitative, le chercheur s'intéresse à la signification des expériences vécues par les individus eux-mêmes plutôt qu'amasser les données en vue d'autres études ou d'une généralisation. Passons maintenant au devis corrélationnel qui implique des relations entre des variables et une explication de ces relations. Celles-ci peuvent être examinées selon des différents angles selon l'objectif suivi. Donc, il y a trois types de devis corrélationnels, le devis descriptif, le devis prédictif et le devis confirmatif. Pour l'étude descriptive corrélationnelle, elle a pour objectif d'explorer des relations entre des variables et les décrire. Le chercheur est souvent en présence de plusieurs variables dont il ignore lesquelles peuvent être associées entre elles, et la connaissance des variables à un phénomène donné sert à faciliter la formulation des hypothèses qui peuvent être vérifiées dans d'autres recherches. Pendant la phase d'examen des relations entre ces variables, c'est les questions de recherche qui guident le chercheur et non pas le contraire. Puis, il élabore un cadre conceptuel ou théorique pour ordonner les variables et leurs relations mutuelles. En ce qui concerne l'étude corrélationnelle prédictive, elle permet de sélectionner les variables qui seront partie de l'étude et d'analyser les relations qui existent entre elles. Le chercheur se base sur des propositions théoriques constituées en hypothèses en vue de la prédiction de l'action des variables. Et l'échantillon est la plupart du temps de grande taille, étant donné l'ampleur de la variation attendue entre les variables étudiées. Pour collecter les données, le chercheur dans ce cas fait appel le plus souvent à l'échelle de mesure et le questionnaire.
Maintenant, je passe à un autre devis de recherche. C'est le dernier, c'est la recherche corrélationnelle, qui est une étude corrélationnelle confirmative. Elle met le point sur l'examen du réseau de relations formé par des variables qui sont suggérées par une théorie ou un modèle. Le but de cette étude, c'est déterminer quels sont parmi les concepts considérés ceux qui influent le plus sur le phénomène étudié. Et lorsqu'il s'agit d'une étude qui a pour but la vérification d'un modèle théorique, on met à l'épreuve un modèle hypothétique en cherchant à expliquer le phénomène et son mécanisme d'action à partir d'un ensemble de variables définies. Les analyses déterminent si les données recueillies auprès d'un échantillon de personnes représentatives de la population s'harmonisent avec le modèle proposé. Et merci pour votre attention. Merci, Sheima. Donc, votre intervention complète la première intervention de Aïcha. Donc, les études descriptives et corrélationnelles, ce sont des études non expérimentales. Parmi les devis descriptifs, vous avez mentionné l'étude descriptive simple, l'étude descriptive comparative, l'enquête et l'étude de cas. Pour le devis corrélationnel, vous avez mentionné donc l'étude descriptive corrélationnelle, l'étude corrélationnelle prédictive et l'étude corrélationnelle confirmative. Et je rappelle encore une fois que Aïcha, dans son intervention, a parlé de la définition, il a évoqué la définition du devis de recherche. Il a présenté aussi les types de devis de recherche, le devis descriptif, le devis explicatif et le devis prédictif causal. Hein. Le devis prédictif causal, c'est, si vous voulez, c'est l'étude expérimentale ou quasi expérimentale. Pour le devis descriptif et le devis explicatif, ce sont les études non expérimentales. Il a aussi parlé des éléments qui constituent le devis de recherche, le milieu, l'intervention, le contrôle des variables étrangères, la communication avec les participants, les instruments de mesure, les temps de collecte et d'analyse des données. Il a évoqué aussi dans son exposé la validité du devis de recherche, surtout le devis expérimental, la validité interne et la validité externe. Donc, en votre nom, je les remercie beaucoup et j'ouvre le débat. Il y a une question qui est posée D'accord. dans la rubrique chat. Ouais. Alors, la première question posée par Abdelrahim Yacoubi. Quand est-ce qu'il est possible de confirmer que la collecte de données a atteint le degré dit de saturation? Il y a une remarque faite par Moussa Bouriche. Il vaut mieux contextualiser par des cas concrets. Une question posée par Fatim Zahra Zoué, je crois qu'il est adressé à Aïcha. Est-ce que vous pouvez réciter les types de devis corrélationnels?
Non, elle est adressée aux deux intervenants. Oui, je peux répondre pour Oui, à cette question. Donc, pour les trois types de devis corrélationnels, il y a le devis descriptif, le devis prédictif et le devis confirmatif. oui. Le devis Descriptif, prédit. Oui. prédictif et confirmatif. Oui. Il y a une autre question pour toi, Sheima. Oui. L'étude prédictive, est-ce qu'elle pourrait biaiser les résultats? Non, je pense pas parce que j'ai déjà dit que chaque type d'étude, on va l'opter en dépendance de notre objectif de recherche. Donc, c'est un type de recherche qu'on va mettre sur terrain, qu'on va explorer pour répondre pour confirmer ou bien non confirmer nos hypothèses et pour répondre à nos questions de recherche. Oui, il faudrait développer davantage le débat en détaillant un petit peu les éléments. Et la première question, elle n'a pas trouvé réponse. La question d'Abdrahim, quand est-ce que il est possible de confirmer que collecte de données atteint le degré de saturation, c'est-à-dire quand est-ce qu'on doit s'arrêter surtout dans les études qualitatives, la saturation. Donc, quand il n'y a plus d'informations nouvelles, ça c'est quand on revient sur ce qui a été dit, quand on n'a plus rien à découvrir par la suite concernant les données collectées, c'est bon, on s'arrête. Et le biais, alors les biais sont nombreux et ça fausse le jeu. C'est-à-dire le biais, c'est ça un petit peu, c'est ce qui fausse un petit peu les résultats obtenus et tâche un petit peu la scientificité des résultats. Alors, est-ce que celui de là, je crois, l'étude prédictive pourrait-elle biaiser les résultats? Prédictive. La prédiction, c'est une projection dans le futur. On a des variables et on se prononce sur certains résultats en se basant sur ce qui a été obtenu dans des situations autres. Et à ce niveau-là, ça reste prédictif. Donc c'est un type, c'est un choix méthodologique et de travail qui qui va dans ce sens. C'est-à-dire on n'est pas là pour on prédit. Ça reste dans les prédictions, comme la météo, sur la base de pression atmosphérique, de la vitesse de vent, degré de température, etc. On se prononce sur ce qu'il y aurait de la pluie, etc. Donc, et à ce moment-là, on se base scientifiquement sur des variables qui ont donné dans des contextes autres des résultats et on va dire que 80% ou bien 90% des résultats obtenus dans des situations diverses donnent ce résultat et on peut euh, faire notre prédiction. Par contre, est-ce que ça va se réaliser ou pas? Donc c'est le contexte qui nous le dira. C'est voilà. Et euh, on n'est pas responsable de, de ce qui va réellement se passer. L'essentiel, c'est que dans la démarche de choix de ces variables et de résultats obtenus, qu'on observe une certaine rigueur. Voilà. Et j'aimerais que les interventions soient beaucoup plus en termes de débat, c'est-à-dire prendre la parole et discuter d'un point. Bien sûr, ce sont des éléments déclencheurs. Les questions peuvent être l'objet on va dire, d'une discussion et déclencher d'autres réflexions autour. Merci. Merci, professeur. Oui,
Il n'y a pas d'autres questions. Je ne vois pas qu'il y a des... Non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je peux revenir au concept de billet. C'est un concept... il y a plusieurs concepts liés donc au devis de recherche. Et parmi ces concepts, il y a le concept de billet. Donc, comme a dit notre professeur, le billet, si vous voulez, il déforme les conclusions, bien les résultats qui se dégagent d'une étude. Donc, le billet résulte de toute, si vous voulez, de toute incidence, de toute influence, conditions ou bien ensemble de conditions qui ont une incidence surtout sur le processus de généralisation des résultats. Et les sources, les éléments qui peuvent être sources de biais au cours de l'étude sont nombreux. Hein. Par exemple, l'environnement, hein, l'environnement, les participants eux-mêmes à l'étude, l'instrument de mesure, le processus de collecte et d'analyse des données. Et l'un des biais les plus fréquents provient des différences entre les participants dans les groupes, hein, formés. En particulier, surtout quand les individus n'ont pas été répartis de façon aléatoire. Hein. C'est un autre concept un concept clé lié au devis de recherche, c'est la répartition aléatoire, hein, des individus dans les groupes, hein, expérimentaux et de contrôle. C'est Chinfouh. Oui. J'aimerais revenir sur la question, enfin sur la remarque faite par l'un de nos doctorants, c'est Moussa. Il faudrait contextualiser par des. Alors, la base de ces présentations, c'est l'ouvrage de Marie-Fabienne Fortin sur les. Alors, Marie-Fabienne Fortin sur. Alors, je retiens oui. Fondements et étapes du processus de recherche. Alors, cet ouvrage, il a comme objectif principal de détailler les démarches qualitatives et quantitatives, mais sur la base des sciences de santé et qu'on peut appliquer bien évidemment sur les sciences sociales. Et je conseille à nos doctorants de travailler également, d'adopter également les ouvrages de Jean-Marie van der Maren. Alors, accepté. Jean-Marie van der Maren, il a des ouvrages très intéressants méthodologiquement parlant. Alors, il a produit en 95 méthodes de recherche pour l'éducation. En 90, il avait déjà travaillé sur enquête sur les pratiques de recherche. En 99, c'est recherche appliquée en pédagogie. Stratégie d'études en 88, stratégie d'études d'un article, revue de littérature. En 2014, il a produit un ouvrage à succès, la recherche appliquée pour les professionnels, et bien évidemment d'autres ouvrages. Et ce sont des ouvrages, bien évidemment, appliqués au champ éducatif, pédagogique et également en sciences humaines, qui sont très intéressants à voir. Certainement, alors tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur les mêmes étapes, sur les mêmes démarches, sur les mêmes définitions. Et c'est à nous, en tant que chercheurs, que tête pensante, d'opter pour des choix.
des choix. Alors, nous avons, dans le cadre de notre structure, voulu commencer par l'ouvrage de Fabienne Fortin, parce que nous trouvons qu'il s'agit d'un ouvrage très pédagogique avec des exercices, des révisions, des rappels. D'autres ouvrages ne présentent pas cette qualité, même si les principaux exemples donnés, ce sont des exemples qui nous viennent des sciences infirmières, etc., sciences de santé, de la santé en général. Voilà, donc et c'est la raison pour laquelle on peut trouver des fois des écarts qu'on est censé bien évidemment éviter, si vous voulez, pour harmoniser la conception. Si tu veux, est-ce que je peux donner quelques exemples pour, oui, allez-y. Donc, alors donc on a dit qu'il y a 3 types de devis de recherche. Il y a le devis descriptif, le devis explicatif et le devis prédictif causal. Alors pour le devis descriptif, donc il vise à décrire les phénomènes, les concepts ou bien les caractéristiques d'une population. Donc le devis descriptif, il y a le devis descriptif qualitatif et bien sûr quantitatif. Alors comme exemple, donné par Fabien dans son ouvrage, l'exemple, par exemple, le phénomène de détresse, hein, le phénomène de détresse des personnes qui sont diagnostiquées cancéreuses. Voilà, donc, ça, c'est un exemple qu'il donne. Il donne un autre exemple, un exemple de concept, le concept de la douleur. Hein, le concept de la douleur, le concept de l'anxiété. C'est toujours dans le domaine des sciences, dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, bien sûr, comme vous l'avez dit. Un exemple de la population, hein, une enquête, par exemple, qui vise à décrire les habitudes alimentaires d'une population. Pour le devis explicatif, donc le devis explicatif qui vise à établir des relations d'association, comme l'a expliqué Sheima dans son exposé. Donc il y a le descriptif corrélationnel et le descriptif corrélationnel prédictif. Alors pour le descriptif corrélationnel, vous avez par exemple l'exemple des facteurs qui sont liés au rétablissement post-opératoire. Explorer par exemple des relations entre des variables, il y a les enquêtes. Pour le devis de recherche corrélationnel prédictif, alors les exemples, on a par exemple l'influence du stress sur la réussite scolaire. Comme exemple, l'influence du stress sur la réussite scolaire. La mise à l'épreuve, un autre exemple, la mise à l'épreuve d'un modèle théorique qui sert à expliquer un phénomène et son mécanisme d'action. Pour le devis prédictif causal, qui vise à vérifier des relations de causalité, donc il est expérimental ou bien quasi expérimental. Alors comme exemple, on a l'intervention éducative, par exemple l'effet du régime alimentaire sur la performance des coureurs du 800 mètres. Ce sont des exemples donnés par Fabienne dans son ouvrage. Un autre exemple, l'essai clinique, hein, comparaison de 2 régimes alimentaires en rapport avec les performances des coureurs. Donc, ce sont là des exemples donnés par Fabien dans son ouvrage. C'est Mohamed, je crois que s'il y a pas d'autres interventions, on va clôturer. Mais pour les prochaines rencontres dans le cadre du séminaire,
on aimerait le rendre comme un séminaire en présentiel, c'est-à-dire où il y a un véritable échange autour de ce qui a été dit. Le texte, généralement, tout le monde l'a. Et finalement, celui qui présente, ça doit normalement déclencher en nous cette réflexion autour de cette méthodologie ou bien démarche proposée. Elle n'est pas la seule. On peut bien sûr, à travers les autres écrits, proposer d'autres. Et on peut également répondre aux problèmes rencontrés lors de la recherche, réellement. C'est ça un petit peu l'objectif. C'est d'installer cette culture d'échange et de débat et autour des questions qui nous intéressent. Bien évidemment, on a pris, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple des fondements et étapes de processus parce qu'il est très détaillé, pédagogiquement parlant, etc. Mais on peut prendre d'autres, comme l'exemple que je viens de vous dire, celui de Jean-Marie van der Maren, qui a travaillé à l'Université catholique de Louvain pendant son exercice. Et voilà, donc on peut également s'appuyer sur d'autres productions méthodologiques. L'essentiel, c'est qu'on puisse trouver réponse aux questions qui nous taraudent sur comment procéder. C'est très important. Il y a Merci. des doctorants qui arrivaient à la 5e année et qui se posent toujours la question, mais comment je dois faire, etc. Mais c'est déjà trop tard, en fait. Quand Merci. voilà. Il y a une intervention de monsieur le professeur Aziz Zroual. Oui. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement, professeur. D'accord, donc bon, j'aimerais tout simplement ajouter quelques informations pour contribuer à cette fructueuse discussion. Donc, vous avez mis l'accent essentiellement sur le devis descriptif, devis explicatif, etc. C'est les niveaux de recherche et comment on va les procéder. Moi, tout simplement, j'ai assisté à certaines soutenances où on oublie, il y a une confusion sur le milieu d'études ou le périmètre d'études. C'est très important dans un devis de recherche. On dit par exemple, c'est une thèse sur les étudiants marocains, alors qu'elle est appliquée uniquement à une population réduite. Donc, dans le devis, il faut spécifier la population cible et le milieu d'études, ou bien le milieu étudié. Il faut bien les cerner. Bien entendu, les types d'études, c'est important, mais ce que je viens de citer est aussi d'une grande importance. Autre chose, c'est les instruments de collecte de l'information. Il faut choisir le bon instrument, il faut le préciser dans ce devis, comme ça on peut avoir des résultats tangibles. Bien sûr, une recherche, elle a un certain degré de qualité. Donc, et la qualité d'une recherche, elle est mesurée sur l'authenticité et la véracité des résultats trouvés. Donc, il faut que ces résultats reflètent bien la situation qui est étudiée ou observée. Bien sûr, il faut que ces résultats soient similaires et en adéquation avec les résultats qui sont dans l'état de l'art et dans le monde ou la sphère de la recherche. Et je termine par la possibilité de la généralisation de ces résultats. Donc, dans le devis, il faut penser aux qualités de la recherche. Donc, ces résultats trouvés, quelle est la valeur ajoutée, quelle est la prévalue et quelle est surtout l'étendue de la généralisation de ces résultats. C'est juste une petite contribution pour répondre à la demande de M. Zimani. À vous. Merci, professeur, pour l'éclaircissement que vous avez apporté sur le milieu de l'étude, le, le- La population, la qualité de la recherche. oui, la population, la qualité de la recherche, les instruments de mesure, la généralisation. Merci beaucoup. Merci.
Dans la suite du professeur M. Zeroual, je dis que le chercheur, c'est vrai, le chercheur, c'est lui qui précise le milieu, hein, le milieu où l'étude sera conduite et bien sûr, il doit justifier son choix. Ça, c'est très important. Bien entendu, parce que normalement, un devis, il est là, c'est pour convaincre les personnes qui vont suivre la recherche, le monde de la recherche, de ce qu'on fait. Donc, c'est un devis pour convaincre la communauté de recherche. Bravo. Oui. La majorité des études, hein, descriptives, explicatives, expérimentales aussi, sont conduites en milieu naturel, hein. Oui. Dans les études qualitatives, le milieu, hein, le milieu où les participants vivent ou travaillent revêt une grande importance, hein, surtout dans les études qualitatives, hein. Le milieu naturel, hein, où les participants vivent ou travaillent. Dans le choix du milieu, donc, on doit s'employer bien sûr, il faut obtenir des instances concernées, hein, des autorités concernées, la collaboration, bien sûr, et les autorisations nécessaires pour réaliser l'étude. Oui. Et pour les participants, le chercheur doit déterminer comment les données seront recueillies auprès des participants. Et veiller à fournir à toutes les personnes, à tous les participants, les mêmes instruments sur la façon de remplir, par exemple, un questionnaire. C'est Mohamed Vauclutier. Je crois qu'il est temps de... Oui, Il est déjà 11h34 oui. minutes. Une bonne heure suffirait largement pour À notre... vous de conclure, professeur. À vous de conclure, professeur. Merci, Si Mohamed. Alors, je tiens à remercier les deux intervenantes pour la préparation, enfin la présentation qu'elles ont faite, et tous les participants, même si je vois que le nombre de participants cette fois-ci n'est pas aussi grand que les autres fois, mais je vous remercie pour votre présence et pour les prochaines séances, nous essaierons d'accorder beaucoup plus d'importance aux échanges. Les échanges, je ne parle pas des questions posées sur le chat, mais échanges autour de ce qui a été, donc, de ce qui a été dit. Ça suppose qu'il y ait une sorte de préparation préalable du sujet. Dès que vous voyez un petit peu l'intitulé, vous pouvez vous préparer soit à apporter des éléments, de nouveaux éléments de réponse aux questions posées, ou bien d'autres façons de voir hein, appartenant à d'autres, on va dire, d'autres disciplines. Voilà. Je vous remercie et à la prochaine séance. Merci. Merci à vous.
Merci à vous, professeur. Je vous en prie.